Bonjour, bienvenue au chapitre 4. On va enfin parler de magnétisme. Bon, pour un cours qui s'intitule Électricité et magnétisme, on a fait vraiment beaucoup d'électricité. Là, on va faire un petit peu de magnétisme. On va se rendre compte très rapidement qu'on n'en fera pas beaucoup du magnétisme parce que ça va devenir plus intéressant de faire de l'électromagnétisme. Alors, on commence quand même par la force magnétique. Qu'est-ce que c'est? En fait, on va commencer par définir le champ magnétique. On va surtout définir qu'est-ce qui arrive quand on a des particules qui sont dans des champs magnétiques. Donc, pour l'instant, on va plus ou moins voir d'où vient le champ magnétique. Sinon, pour dire, si j'ai des aimants, ils créent des champs magnétiques. On va surtout voir qu'est-ce qui arrive avec les particules dans les champs magnétiques. On va voir un peu plus loin des sources de champs magnétiques autres que des aimants. Donc, on commence par l'idée d'un aimant permanent, un côté nord et un côté sud, et le champ magnétique, il part de la portion nord, du pôle nord, puis on voit que c'est pas un point spécifique, hein, c'est un peu partout dans la zone nord, et le champ magnétique va faire des boucles comme ça pour aller rejoindre le pôle sud. Donc encore une fois, la région du pôle sud. On va représenter le champ magnétique par un B majuscule, donc comme ceci, donc c'est un vecteur évidemment, et qu'on mesure en Tesla, donc représenté par un T majuscule. Une fois de temps en temps, on va aussi utiliser l'unité, le Gauss. Un Gauss, c'est 10 à la moins 4 Tesla. On va utiliser ça assez rarement, mais comme il y a certains exercices dans le livre où il utilise l'unité Gauss, ça me semblait important que vous sachiez là, que ça existe, et ensuite, vous pourrez l'utiliser quand c'est nécessaire. Je ne ferai pas ça dans les examens. Donc, dans les examens, le champ magnétique va toujours être en Tesla. Donc, imaginons qu'on a un gros aimant, comme ça ici, où il y a un pôle nord et un pôle sud. Si mon aimant est suffisamment gros, on peut dire que la région qui est ici va avoir un champ magnétique à peu près constant. C'est ce qu'on va faire, on va supposer dans ce qui suit qu'on est dans des régions où le champ magnétique est constant. Donc imaginons ici ma zone entre le pôle nord et le pôle sud, donc c'est ce bout-là ici, là, il agrandit. Là on va voir le champ magnétique qui va du nord vers le sud, comme on a vu tantôt, et qui occupe tout l'espace entre les deux pôles. C'est sûr que dans la réalité, si je sors à l'extérieur, je verrais probablement aussi des lignes de champ, donc qui feraient des courbes comme ça ici, mais c'est pas nécessaire. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est juste d'imaginer qu'on peut être dans une zone où le champ magnétique est constant. Qu'est-ce qui va arriver? Ce qu'on va observer, c'est que si on prend une particule et qu'on la met dans le champ magnétique, elle va subir une force magnétique qui va être proportionnelle à sa vitesse. Et ça signifie réellement qu'une particule qui ne bouge pas n'a pas de force magnétique. Donc, si je mets une particule ici, immobile, en plein milieu du champ magnétique, elle ne va pas subir de force, elle va juste rester là à rien faire. Donc, c'est important, la force subie par une particule chargée est proportionnelle à sa vitesse. On va aussi se rendre compte que plus la particule a une grande charge, plus la force magnétique va être grande. Ici, je les mets en valeur absolue. Évidemment, la force est aussi grande sur une charge de 1 microcoulomb que sur une charge de moins 1 microcoulomb. Juste pas dans la même direction. Mais plus la charge est grande, plus la force va être grande. On va se rendre compte aussi que ça change avec la grandeur du champ magnétique. Plus le champ magnétique est grand, plus la force va être grande aussi. Puis qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver que la particule chargée, qui se déplace avec une vitesse v, va se mettre à tourner dans le champ magnétique. Mais seulement si le vecteur v et le vecteur b ne sont pas parallèles. Ça veut dire que si ma particule, je l'avais placée ici avec un vecteur vitesse qui va vers le haut ou vers le bas, peu importe, mais parallèlement au champ magnétique, elle n'aurait pas subi de force. Elle aurait juste été en mouvement vers le haut, vers le bas, puis elle aurait continué sans subir de variation dans son vecteur vitesse. Donc, ce qu'on voit, la force magnétique, c'est proportionnel à V, c'est proportionnel à la charge, c'est proportionnel au champ magnétique, et la force magnétique n'existe que si V et B ne sont pas parallèles. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que ma particule se met en mouvement de rotation. Pourquoi? Parce que la force magnétique, elle va toujours être perpendiculaire au vecteur vitesse et perpendiculaire au champ magnétique. Donc le champ magnétique, je l'ai représenté ici par un cercle avec un X dedans, ce qui est un vecteur qui signifie vers l'intérieur. Donc vers l'intérieur de l'écran, dans cet exemple-ci. Vous avez le champ magnétique qui va vers l'intérieur de l'écran. Vous avez le vecteur vitesse qui va vers la droite et la force magnétique, elle va ici vers le haut.
Donc ça ici, bon, ça veut dire vecteur entrant, c'est ça que je vous disais. Et ce qu'on va remarquer, c'est que la particule, à mesure qu'elle va se déplacer, son vecteur vitesse va changer d'orientation, ce qui va aussi changer l'orientation de la force magnétique. La force magnétique va être orientée toujours vers le centre du cercle. La force magnétique est centripète. Et ça fait des mouvements circulaires. Alors, évidemment, si j'ai des charges positives ou négatives, ça ne donne pas la même chose. L'équation que ça va nous donner, c'est celle-ci. C'est-à-dire, force magnétique, c'est Q fois V fois B. Et ce symbole-là ici est bien important. C'est le symbole du produit vectoriel. Je vais vous montrer comment ça marche le produit vectoriel, surtout si vous ne l'avez pas vu en maths, ça va être important. Donc, ce qu'on va observer, c'est que quand je fais le produit entre deux vecteurs, j'obtiens un troisième vecteur. Ça, c'est important. On a déjà fait des produits scalaires. Je prenais un vecteur, je le multipliais par un autre vecteur et ça me donnait un scalaire. C'est pas ça du tout qu'on fait ici. C'est vraiment très différent. Il ne faut vraiment pas que vous partiez dans l'idée que ça marche de la même façon parce qu'en fait, ça a l'air un peu à l'envers. Ce qui est bien important, je multiplie deux vecteurs et j'obtiens un troisième vecteur. En module, je pourrais dire que la force magnétique, ça va être la grandeur de Q, la grandeur de V, la grandeur de B, multiplié par le sinus de l'angle entre mes deux vecteurs qui sont V et B. Et donc, ça revient à ce que je disais tantôt. Si V et B sont dans le même sens, le vecteur V et le vecteur B, s'ils vont dans la même direction, l'angle entre les deux, ça va être 0. Puis sin de 0, ça fait 0. Donc, il n'y aura pas de force magnétique. Donc, ça vient inclure la portion qu'on avait observée précédemment, comme quoi que si V et B sont dans la même direction, mais il n'y aura pas de force. Ce qu'on va observer aussi, c'est que la force, elle ne va pas dans le même sens si la charge est positive ou si la charge est négative. Ce qui est normal, hein? On a juste à regarder cette équation-là. On a la valeur Q qui est ici. Si Q est négatif, ça me donne le même vecteur force, mais avec le sens opposé. Ce qu'on observe ici, si ma charge est positive, que mon champ magnétique est entrant dans l'écran, et que le vecteur vitesse est vers la droite, ben à ce moment-là, ma force magnétique va être vers le haut et ma particule va tourner comme ceci. Si la charge est négative, je vais avoir la même force, mais orientée dans le sens opposé, donc vers le bas, et donc ma particule va se mettre à tourner dans l'autre sens, tout simplement. Ce qu'on remarque, puis ce qu'on va toujours observer, c'est que la force, le résultat de mon produit vectoriel, est perpendiculaire à V et perpendiculaire à B, dans tous les cas. Donc, on va regarder comment ça marche, le produit vectoriel. Donc, supposons que je veux multiplier deux vecteurs, A fois B, dans le but d'obtenir un vecteur C, qui est le vecteur résultant. Donc, ce que je sais quand je vais faire le produit vectoriel, c'est que C va être perpendiculaire à mes deux vecteurs de départ. Donc, il va être perpendiculaire à A et perpendiculaire à B. Dans l'équation, ça reviendrait à dire, j'ai le module de A fois le module de B fois le sinus de l'angle entre les deux, multiplié par un vecteur unitaire. Ça a l'air pas si pire, dire, ah, ben là, je suis capable de faire ça, A fois B fois sin de l'angle entre les deux, fois le vecteur unitaire. Mais si mes deux vecteurs sont en 3 dimensions, si j'ai A qui va par là, puis B qui va par là, c'est quoi l'angle entre les deux? C'est peut-être pas super évident. Surtout de même. C'est quoi le vecteur unitaire qui représente une direction perpendiculaire à mes deux vecteurs de départ? Dit de même, là, ça se fait pas comme ça. On va voir comment on fait ça. On va commencer par regarder qu'est-ce qui arrive si je prends deux vecteurs unitaires, I, J et K, que j'ai multipliés ensemble. Imaginons que je multiplie I par I. Donc, j'applique mon équation qui est ici, le module du premier vecteur. Le vecteur I, c'est un vecteur unitaire, donc son module, c'est 1, multiplié par le module de l'autre vecteur, qui est aussi 1, fois le sinus de l'angle entre les deux, puis ces deux vecteurs qui sont tous les deux vers la droite, et donc nécessairement, l'angle entre les deux, c'est 0. Ils vont dans la même direction. Sin de 0, ça fait 0. Donc, si je multiplie deux vecteurs dans la même direction, si je fais un produit vectoriel de deux vecteurs dans la même direction, le résultat est nul. C'est vrai aussi si je le fais avec J ou si je le fais avec K. Donc, j'applique la même équation, j'obtiens évidemment le même résultat. OK. Donc, ceux qui sont intéressants, c'est ceux qui ne sont pas pareils. Qu'est-ce qui arrive si je multiplie I fois J? Donc, j'applique l'équation. Module du premier, c'est 1. Module du deuxième, c'est aussi 1. Sinus de l'angle entre les deux. Donc, entre I et J, mon vecteur I, ou par là, mon vecteur J par là, bien, l'angle entre les deux, c'est 90 degrés. On va essayer de le faire. 90 degrés. Et donc, sin de 90, ça fait 1. Donc, j'ai 1 fois 1 fois 1. Multiplié par un vecteur unitaire qui doit être perpendiculaire au vecteur I et au vecteur J. Donc, qu'est-ce qui est perpendiculaire à I et à J? Bien, la réponse, c'est K. K, c'est un vecteur qui est dans la troisième dimension,
qui est nécessairement perpendiculaire au plan XY. C'est la version Z. Mais moins Z aussi, c'est perpendiculaire au plan XY. Alors, K ou moins K? K. Mais on va voir pourquoi. Donc, ce qu'on va voir, c'est la règle de la main droite. Avec la règle de la main droite, on va voir que si je prends le vecteur I qui va vers la droite, donc quand vous faites une multiplication, on va toujours le faire comme ça. Vous mettez d'abord dans la direction du premier vecteur, I, qui est vers la droite. Vous devez pouvoir plier vos doigts dans la direction du deuxième vecteur, dans ce cas-ci, J. Fait que I fois J, ça me donne quoi? Et là, c'est mon pouce qui me le dit. Mon pouce m'indique que le vecteur final est sortant de l'écran, de votre point de vue. Et ça, c'est le vecteur K, Z positif. Donc, I fois J, ça me donne K. Donc, c'est le pouce qui indique la direction. Ça, c'est tout le temps vrai. Donc là, si vous êtes gaucher, faites attention. Parce que si vous utilisez votre main gauche, vous allez toujours obtenir la mauvaise réponse. C'est bien important, c'est la règle de la main droite. Vous devez utiliser la main droite. Donc, I fois J, ça donne K. Si vous faites de l'hyperextension puis vos doigts tournent dans l'autre sens, il ne faut pas faire ça. OK, donc vraiment, I fois J, ça fait K. Je peux le faire avec n'importe lequel. Supposons que je veux faire K fois I. Donc, K, c'est vers en sortant de l'écran. Donc, comme ça ici. Ça, c'est la direction K. I, c'est par là. Donc, je vais faire K. Oui, pardon. Il faut que je tourne ma main comme ça. Il faut que je puisse plier mes doigts dans la direction I. Donc, K fois I, ça me fait J. C'est la direction de mon pouce qui est ici. K fois I, ça fait J. Donc, on peut le faire pour n'importe quelle combinaison. Supposons que je vais faire moins I fois K. Moins I, c'est par là, en X négatif. K, c'est vers sortir de l'écran, donc vers vous, de mon point de vue en tout cas. Donc, je dois pouvoir plier les doigts vers vous, comme ça ici. Donc, moins I fois K, ça va faire J. Alors que si je fais moins I fois J, ça fait quoi? Donc là, moins I, c'est par là. J, c'est vers le haut, donc moins J, c'est vers le bas. Donc, moins I fois J, comme ça ici. Donc, moins I, je mets mes doigts dans la direction de X négatif. Je veux les plier vers l'axe Y, J positif, qui est vers le haut, comme ça ici. Il pointe par où, mon pouce? Il pointe vers l'intérieur de l'écran, vers l'arrière, dans mon cas, de mon point de vue. Et ça, c'est l'axe Z négatif. Donc, moins I fois J, ça fait moins K. Bon, c'est le fun de vous regarder en examen, là, faire ça, toute la gang, chacun devant votre écran ou devant votre copie d'examen, si on peut faire ça en présence, là, ce qui devrait être le cas. Mais c'est pas la méthode la plus efficace. On va juste regarder, en utilisant la règle de la main droite, qu'est-ce que ça nous donnait, tous ces résultats-là. Puis ensuite, on va voir un truc pour s'en souvenir, pour ne pas être obligé de faire la main droite réellement à chaque fois. Même si la main droite est vraiment, vraiment utile. Je vous dis que dans certains cas, c'est beaucoup plus rapide comme ça. Mais pas toujours nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Ben, I fois J, ça fait K. I, X positif, fois J, ça fait K. Moins I fois J, ça fait moins K. On les a ici. Ensuite, I fois J, ça fait K. J fois I, ça fait moins K. J fois K, ça fait I. K fois J, ça fait moins I. I fois K, ça fait moins J. J fois I. K fois I, ça fait J. Ouf. Ok, super le fun à dire. Évidemment, c'est pas comme ça la façon la plus simple de s'en rappeler. Ça ici, j'appelle ça le cercle magique. Je l'ai fait à la main moi-même, comme vous pouvez voir, c'est très, très artisanal. Donc, vous avez le vecteur I, J et K. Si on va dans le sens des flèches, on obtient un résultat positif. I fois J, ça fait K. K fois I, ça fait J. J fois K, ça fait I. C'est ça que vous avez ici. Ça, puis ça. Vous allez à l'envers. I fois K, ça fait moins J. On va à l'envers des flèches, ça nous donne un négatif, tout simplement. Donc, I fois K qui fait moins J. On a ça ici. J fois I qui fait moins K. J fois I, ça fait moins K. Et K fois J, ça fait moins I. K fois J qui donne moins I. Ça, c'est toujours vrai. On peut retrouver
n'importe quelle combinaison à partir de ce cercle-là, plutôt qu'avec la règle à main droite. Mais les deux, c'est bon, les deux donnent la même chose. Remarquez que ceci n'est pas une explication, c'est juste un truc pour s'en souvenir. Maintenant, on va essayer d'appliquer ça dans un problème où on va multiplier deux vecteurs, A fois B. On ne pourra pas le faire comme ça. Je ne sais pas, moi, c'est quoi l'angle entre le vecteur A et le vecteur B. C'est un petit peu difficile à voir ici. Je ne sais pas du tout ça va donner quoi le vecteur unitaire. Donc, je ne peux pas l'appliquer comme ça. Je n'ai pas assez d'informations. Bon, en tout cas, je pourrais la trouver, mais ce serait vraiment long. On va plutôt l'appliquer en faisant une multiplication. Je vais faire 2i fois moins i. Ça fait 0, parce que j'ai multiplié i par i. On a dit que i fois i, ça faisait 0. Ensuite, je vais faire 2i fois 2j. 2 fois 2, ça fait 4. Et i fois j, ça fait k. Ensuite, je vais faire 2i fois 2k. 2 fois 2, ça fait 4. Et i fois k. Si je regarde ici, i fois k, ça fait moins j. On continue, on va faire toutes les combinaisons. Il y en a 9. Donc, 3j fois moins i. 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et j fois i, ça fait moins k. Ensuite, bon, 3j fois 2j, ça fait 0, parce que c'est j fois j. Ensuite, 3j fois 2k. 3 fois 2, ça fait 6. J fois k, ça fait i. Donc 6i. Ensuite, on est rendu là. Moins k fois moins i. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Et k fois i, ça fait j. Comme ça ici. Moins k fois 2j. Moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Et k fois j, ça fait moins i. Et finalement, moins k fois 2k, et ça fait 0. Là, si vous n'êtes pas trompé, vous avez un terme dans lequel il y a i, un terme dans lequel il y a moins i. Il y en a un ici, c'est j, l'autre c'est moins j, il y en a un que c'est k, l'autre c'est moins k. J'ai fait toutes les combinaisons une fois. J'ai fait attention à chaque fois de mettre entre parenthèses le vecteur unitaire résultant de mon calcul ici, juste pour qu'on puisse le visualiser. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire comme ça. On veut regarder c'est quoi la réponse finalement. Bien évidemment, on va additionner tout ça. Tout ce qui est en i, qu'est-ce que j'ai? J'ai 6i moins 2 fois moins i, ça fait plus 2i. Donc 6 plus 2, ça fait 8i. En j, j'ai moins 4j ici, plus 1j ici. Moins 4 plus 1, moins 3. Et en k, j'ai 4k ici, puis moins 3 fois moins k, donc plus 3k. Ça me fait 7k. Puis en fait, si vous voulez vérifier, vous pouvez faire le produit scalaire entre ce vecteur-là et n'importe lequel des deux vecteurs de départ, et le résultat va donner 0. On peut l'essayer, regardez. 2 fois 8, ça fait 16. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Moins 1 fois 7, ça fait moins 7. 16, moins 9, moins 7, ça fait 0. Mon vecteur ici est perpendiculaire à ce vecteur-là. Je fais le produit scalaire de deux vecteurs perpendiculaires, le résultat donne 0. Pas obligé de faire ça, mais on peut vérifier qu'on ne s'est pas trompé en appliquant le produit scalaire. C'est à ça que ça sert aussi. OK, on va revenir à l'idée de force. Qu'est-ce que ça fait si je veux appliquer mon calcul, comme on vient de le voir, sur un problème de force magnétique? Donc, j'ai une charge de moins 4 microcoulombs. J'ai ma vitesse 2i moins 3j plus k fois 10 à la 6 mètres par seconde. Donc, on s'entend que mes particules ne vont pas à 2 mètres par seconde, mais elles vont vraiment vite. Et elles sont dans un champ magnétique où la grandeur du champ est de 2i plus 5j moins 3k fois 10 moins 2 Tesla. Trouver la force électrique. Donc là, c'est vraiment d'appliquer l'équation comme on vient de la voir. Je vais multiplier la charge, moins 4 fois 10 moins 6, fois la vitesse. J'ai sorti le fois 10 à la 6 à l'extérieur ici, multiplié par, donc là, celui-là, c'est mon produit scalaire. Je sais qu'il se ressemble beaucoup, mais en tout cas, il n'y a pas vraiment d'autres symboles. Mon vecteur champ magnétique qui est ici. Donc, la première affaire que je peux faire, c'est me débarrasser du 10 à la 6 fois 10 moins 6. Pardon, dans ce ordre-là. Ça donne 1. Je peux juste les enlever. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais garder le moins 4, puis le fois 10 à la moins 2, là, qui étaient des termes un peu séparés. Je vais le garder en avant de bord-là. Et je vais faire mon produit vectoriel sur mes deux vecteurs qui sont ici. On multipliera le résultat par le moins 4 fois 10 moins 2 qui reste, ma constante. Donc, qu'est-ce que ça va me donner? Bien là, je le fais ici. 2i fois 2i, ça fait 0. 2i fois 5j, ça fait 10k.
2i fois moins 3k, ça fait moins 6 fois moins j, donc plus 6j. Ensuite, je refais toutes les combinaisons. Vous pouvez vérifier que chaque portion est là. Là, j'ai fait exprès, là, ceux qui donnent 0, je les ai pas écrits, là, ça sert à rien. Donc, quand je vais additionner le tout, je vais obtenir ça ici. Donc, j'ai 10k plus 6k, ça fait 16k, plus 8j, plus 4i. On va multiplier le vecteur qui est ici par le moins 4 fois 10 moins 2, ma constante qui restait dans mon équation de départ. Puis je vais remettre les vecteurs dans l'ordre, je vais les mettre dans l'ordre des JK habituels, ce qui va me donner ceci, moins 0,16i, moins 0,32j, moins 0,64k. Là, j'ai laissé les parenthèses autour des vecteurs unitaires, mais vous n'êtes vraiment pas obligé de faire ça. C'était juste pour maintenir l'allure que ça avait. Ça sert à rien. Et voilà, c'est ça la réponse. Trouver la force magnétique. C'est ça ici. Fait un petit exercice à faire par vous-même. Je vous avertis tout de suite, il est difficile, c'est volontaire. Je veux vraiment que vous essayiez quand même de le faire. Donc, vous avez une charge de moins 2 microcoulombs. Une particule qui est en mouvement à la vitesse moins i plus 3j, fois 10 à la 6 mètres par seconde. Et je vous donne la valeur de la force magnétique. Ma force magnétique qui me donne 3i plus j plus 2k en newton. Je vous dis tout de suite que la composante de la force du champ magnétique, en x est nulle. Je veux savoir c'est quoi le champ magnétique. Donc, vous cherchez la composante en y et la composante en z. Have fun. On en parle au prochain cours.